Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a été investi ce samedi pour un second mandat de 5 ans. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux chefs d'État africains. La mutation africaine est en marche. Le président guinéen Alpha Condé en est convaincu. Une conviction confortée par l'énorme potentiel du continent et puis à reprise du dialogue politique à Djibouti. La rencontre fortuite il y a quelques semaines entre membres du gouvernement et opposition a enclenché un nouveau processus de négociation politique. Après son élection en juin dernier pour un second mandat, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a prêté serment ce samedi lors d'une cérémonie au stade olympique de Nouakchott. Il s'est engagé à poursuivre les travaux entamés lors de son premier mandat à Guillaume Durand. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été investi ce samedi 2 août pour un second mandat de 5 ans. Il a été réélu en juin avec près de 82% des voix et a prêté serment lors d'une cérémonie au stade olympique de Nouakchott à laquelle ont assisté des milliers de personnes dont les chefs d'État de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Sénégal et du Tchad. C'est un jour extraordinaire pour la nation mauritanienne, pour la démocratie mauritanienne. Je rappelle qu'on sort d'une élection qui, comparée à ce qui se passe dans le continent, a été quand même une élection calme, tranquille. Ça dénote la maturité de notre démocratie, son approfondissement. Je pense que c'est à mettre au crédit du président de la République qui, durant tout son premier quinquennat, s'est attelé à faire en sorte que la Mauritanie, qui a connu tant de secousses politiques, se stabilise et prennent réellement le chemin et le train de la démocratie. Dans son discours d'investiture, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est engagé à poursuivre les chantiers entamés lors de son premier mandat. La sécurité et la lutte contre le terrorisme, l'avènement de la démocratie et de ses institutions, ou encore le développement de l'économie du pays. Le point le plus important pour moi, c'est la sécurité. C'est la sécurité du territoire mauritanien et des Mauritaniens et de tous les étrangers qui viennent en Mauritanie. Et je pense qu'à ce niveau-là, le président nous a apporté une assurance et un gage de son travail et de sa collaboration avec tous les partenaires stratégiques sur ce genre de questions. On voit bien que le président a 2 temps. Dans son temps politique, il veut d'abord mettre les institutions en ordre de marche. Il faut qu'il y ait une concertation à l'intérieur des institutions politiques. Bien. Et puis, il y a le temps économique, faire venir les investisseurs, choisir les activités, créer des emplois, mettre les Mauritaniens au travail, établir des contrats juridiques en faveur de la Mauritanie. Le chef de l'État mauritanien, dans sa volonté d'asseoir les principes de la démocratie dans le pays, s'est également engagé à ne rien entreprendre pour modifier la Constitution au terme de son deuxième et donc dernier mandat à la tête de la nation. Le 21e siècle sera celui de l'Afrique. Ce sont les mots du président guinéen Alpha Condé lors de la conférence Believe in Africa Day qui s'est tenue ce dimanche à Washington. Il faut dire que le continent dispose de nombreux atouts de par son réservoir de consommateurs et son énorme potentiel naturel. Reste à présent à optimiser les efforts pour une émergence effective. Un sujet de la rédaction. La forte croissance mesurée en Afrique ces dernières années débouchera inexorablement sur l'émergence dans les années à venir. L'Afrique semble être aujourd'hui le continent de l'avenir. Sa croissance régulière et soutenue depuis plus de 10 ans attise la convoitise. L'objectif est donc de tirer profit de cette croissance dans les prochaines années. Plusieurs pistes émergent et parmi les objectifs premiers figure le développement des infrastructures essentielles à la transformation du continent. La Guinée, tout comme l'Afrique, souffre d'un important déficit en infrastructure qui entame fortement l'attractivité de nos économies et freine les investissements. L'amélioration du climat des affaires demeure un enjeu majeur et le renforcement des accords de coopération et d'intégration régionale joue un rôle essentiel pour la compétitivité des économies africaines. L'Afrique est d'abord une opportunité pour l'Afrique. Nous devons donc poursuivre et même accélérer l'intégration régionale au sein du continent pour que le marché d'1 milliard de consommateurs que nous sommes tire le maximum de sa croissance. Mais cette volonté de développement est parfois freinée par divers obstacles, comme c'est le cas actuellement dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, où la propagation de la fièvre Ebola est de plus en plus inquiétante. Des difficultés actuelles
telle la récente épidémie d'Ebola, nous rappellent que le chemin reste très difficile. Mais nous travaillons d'arrache-pied et nous avons renforcé la coordination transfrontalière au niveau des États de la Mano River, groupe le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Guinée, pour lutter contre cette épidémie. Nous avons tenu un sommet le premier, nous avons pris des mesures rigoureuses, mais il est évident que la lutte contre l'Ebola exige une réponse internationale avec des mesures fortes recommandées par les experts. La mutation africaine est en marche. Par son potentiel et son dynamisme, le continent devient le poumon économique du monde. On atteste la croissance de l'Afrique qui avoisine les 5-6%, un pourcentage qui constitue une précondition pour transformer de manière profonde le continent. Les dépenses des consommateurs de l'Afrique devraient d'ailleurs bientôt atteindre les 1000 milliards de dollars. L'escalade de violence en Libye inquiète ses pays voisins qui redoutent un conflit généralisé dans la région. Selon des sources sécuritaires, une commission de sécurité composée de hauts officiers des renseignements algériens et égyptiens vient d'être mise en place. Les précisions d'Aminata Diak. La situation sécuritaire en Libye ne cesse de se dégrader de jour en jour. Depuis plusieurs semaines, des milices rivales s'affrontent à Tripoli, la capitale, et à Benghazi dans le nord-est du pays. Un contexte qui, selon des sources sécuritaires, fait réagir les pays voisins, notamment l'Algérie et l'Égypte qui semblent prêtes à faire face à la menace sécuritaire dans la région. Actuellement, il y a des informations qui parlent d'une probable intervention de quelques pays voisins dans la Libye. Mais je pense qu'elle sera une intervention indirecte, c'est-à-dire fournir du logistique à des groupes anti-islamistes, deuxièmement, former des cadres sécuritaires libyens, et troisièmement, développer la coordination des pays voisins sur le plan de renseignement. Cependant, pour le spécialiste, les risques d'une extension régionale du conflit libyen sont pour le moment limités. À mon avis, la contagion pour le moment elle est probable dans quelques pays du Sahel africain, mais pour les autres pays de l'Afrique du Nord, je pense que jusqu'à maintenant, la situation est sous contrôle. Mais je pense que cette contagion va être réduite si les pays voisins, et surtout l'Algérie et l'Égypte, arrivent à sécuriser ou à fournir de l'aide nécessaire pour l'opposition libyenne. Parce que actuellement, si la situation sécuritaire en Libye va être encore pire, jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire la fin de décembre 2014, il y aura un risque de somalisation de la Libye. Une réunion de coordination de la commission sécuritaire pourrait se tenir dans les prochains jours au Caire en Égypte. Cette rencontre pourrait permettre à l'Algérie et l'Égypte de mettre en place une stratégie sécuritaire face à l'escalade de violence en Libye et à la menace djihadiste dans la région. Et en raison de la situation sécuritaire qui prévaut en Libye, les autorités sénégalaises ont elles aussi décidé de rapatrier le personnel de l'ambassade du Sénégal à Tripoli. Les diplomates sénégalais et les membres de leur famille ont ainsi quitté la capitale libyenne pour la Tunisie, d'où ils se sont envolés pour regagner le Sénégal. Reprise officieuse du dialogue entre l'USN et le gouvernement djiboutien. L'annonce a été faite par Ahmed Youssouf Oumed, président de la coalition de l'opposition L'Union pour le Salut National. Une déclaration qui augure d'un climat plus apaisé dans le pays. Explication avec Mokhtarba. Lors de ses vœux au peuple djiboutien, jour de fête musulmane de l'Aïd el-Fitr le 28 juillet dernier, le président de la coalition de l'opposition Union pour le Salut National, Ahmed Youssouf Oumed, a annoncé la reprise officieuse du dialogue entre l'USN et le gouvernement djiboutien. Une reprise qui a pour but de sortir le pays de la crise politique post-électorale du 22 février 2013. Dans cette optique, l'USN réclame des changements. Je pense que ce qui bloque surtout, c'est que l'USN veut qu'en République de Djibouti, il y ait un changement voulu par la population, des réformes démocratiques, etc., etc. Il y a une crise le 22 février 2013, une crise électorale, post-électorale qui continue jusqu'à présent. Tout est en fait bloqué au pays, ça marche pas. L'USN veut que cela ne se reproduise plus jamais. Et nous voulons qu'il y ait un dialogue concret et un changement des textes, surtout pour ce qui est de l'organisation de la CENI, en fait. Et l'autre camp s'accroche à tous ces avantages, surtout à toute forme de réforme telle que la CENI. Et c'est ça qui bloque, en fait.
La contestation du déroulement des élections législatives avait donné lieu à d'importantes manifestations de l'opposition violemment réprimées. Depuis lors, harcèlement, répression et détention arbitraire se succèdent à Djibouti. À cette instabilité intérieure s'ajoute une chaotique instabilité régionale qui a sérieusement dégradé la situation sécuritaire du pays. Face à ces problèmes, l'USN se doit d'agir. Les seuls moyens d'action que nous avons, ce sont des manifestations pacifiques, ce sont des rassemblements, ce sont des meetings que nous le faisons au quotidien. Samedi, dimanche, lundi, vendredi, mardi, des équipes très bien organisées et très bien structurées travaillent sur ça et constamment présents sur le terrain, non seulement à Djibouti, mais aussi à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en France ou que ce soit en Bruxelles ou ailleurs. Pour sortir Djibouti de la crise, le chef de l'État djiboutien Ismaïl Oumar Guelleh doit opter sincèrement et de façon claire pour une rupture radicale avec les dérives autocratiques. Par ailleurs, des mesures préliminaires nécessaires pour le retour de la confiance entre les différents acteurs sociopolitiques ont été mises en place. La reprise du dialogue politique national à Djibouti augure d'un climat apaisé, facteur de stabilité de ce pays, de la Corne de l'Afrique. L'analogique n'est plus au Rwanda. Les chaînes télévisées ont arrêté dans la nuit du 31 juillet au 1er août leur diffusion analogique dans l'ouest du pays, achevant ainsi la transition vers la télévision numérique. Le Rwanda devient le 3e État africain après la Tanzanie et Maurice à être entièrement passé au numérique. Une évolution technologique qui doit permettre une meilleure qualité de réception et la libération de fréquences. Le reste du continent devrait emprunter le même chemin d'ici à en 2015, conformément à l'engagement pris en 2006 auprès de l'Union internationale des télécommunications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.